Encre. Halogène. Alors, bienvenue pour la saison 2014-2015 de Encre Halogène. Nous sommes ravis. Pendant tout l'été, ça n'a été que messages alors que nous étions sous les palmiers entre intellectuels. Messages tous les jours pour nous dire « Mais que faites-vous? Revenez, nous sommes là aujourd'hui. » Et nous allons entamer jusqu'au mois de janvier, une fois par mois, un cycle autour d'un thème de la littérature, le thème des littératures parallèles, des encres parallèles. Nous allons nous appuyer sur le livre d'un grand ami universitaire, Monsieur Pierre Bayard, qui a fait paraître aux éditions de Minuit « Il existe d'autres mondes ». Aujourd'hui, notre émission va se baser sur un thème important de la littérature qui va montrer qu'il existe des passages, des ouvertures entre les œuvres d'hier et les œuvres de demain. Les sphincters en présence dans la littérature policière contemporaine. Trous ouverts, fermés, vers le corps textuel muet et inodore du temps passé. Cette émission vous sera présentée par votre fidèle serviteur, Jacques-Emmanuel Mirliza. Alors, je suis très heureux de retrouver le duo de choc de sociétaires auquel va s'ajouter un nouveau sociétaire. Je vous le présenterai tout à l'heure. Adalgonce Renard, bonsoir. J'ai oublié de vous introduire par une musique qui va rendre justice à votre talent. Adalgonce Renard. Adalgonce Renard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé un bon été? J'ai passé un bon été toujours auprès du même ami, du même maître. Quel maître? Emmanuel Kant, bien sûr. Ah, parce que vous êtes parti, il faut le dire quand même, que vous êtes en train de rédiger Kangourou Kant, un essai que vous avez commencé à écrire en Australie. Exactement, Kangourou Kant, voilà, en Australie, un pays que ne connaît pas Kant, mais que moi j'ai appris à connaître, à aimer, et j'ai d'ailleurs publié ce livre. Vous avez sauté, entre guillemets, dans la parole de Kant. J'ai sauté dans la Vous êtes parole. rentré dans la poche de Kant. Et donc c'est j'ai ça produit ce livre, un véritable joyau, un diamant, un Parfait. cristal qui mérite Parfait. d'être publié. Il est là Voilà. également, mesdames et messieurs. Alain Dufaré. Alain Dufaré, bonsoir. Bonsoir, Je crois que l'émission d'aujourd'hui, sans flagornerie, vous intéresse particulièrement, toujours. puisque, je prends la balle au bon, vous avez écrit un livre qui traite justement de cette littérature percée, qui s'appelle « Mécanique de la pensée blanche ». Exactement. Alors, ce livre est très très lacunaire parce que c'est son principe même. Il faut que le C'est un livre qui n'est pas fini. Oui, il n'est pas fini. Il faut que ce soit le lecteur qui fasse le travail. Voilà. Alors, Vous n'avez pas fait grand-chose en fait, Non. pendant l'été. C'est Ah un, non, c'est un absolument livre pas. écrit sur la plage, griffonné sur la plage. Non, non, loin de là. Oh. Loin de là. J'ai été au Pérou Oh. faire quelques méditations et ce vide, notre corps est vide, il faut le remplir et je pense que l'espace du livre doit subir la même chose en quelque sorte. Excellent. Eh bien, notre nouveau sociétaire, nous sommes fiers, il sera là toute l'année, le voici. À la fine crotte, à la fine crotte. Oui, Bonsoir monsieur, bonsoir. c'est un plaisir de vous recevoir. Oui, je suis une célébrité. Alors, je crois que le thème des sphincters dans la littérature vous intéresse particulièrement, puisque vous avez remonté le On temps. dit pas basé. En français, on dit prend sa source de. Et basé, c'est pas vraiment français. Si vous voyez les dictionnaires de l'Académie, vous verrez que basé, c'est pas vraiment bon. D'accord, bon, alors je peux quand même essayer de voir ce que vous avez, Oui, fait. bien sûr. Vous avez travaillé sur la Madeleine, et celle de la Madeleine proustienne, puisque vous avez écrit le Proust. Oui, bah, je crois, me semble-t-il, que le paix de Proust, la fermentation temporelle. D'accord, très bien. Alors, une autre intellectuelle nous rejoindra en cours de route. Pour l'instant, elle n'est pas encore là, mais elle va bientôt arriver. Mesdames, messieurs, pourquoi ai-je choisi le roman policier et cette thématique des sphincters? Le roman policier est un livre qui exhibe les sphincters. Je vais vous expliquer pourquoi. Forgé sur la dynamique du manque,
de la vérité progressive. Les trous s'égrènent dans le roman policier. Les informations, les indices sont retenus dans le corps textuel que le lecteur, l'enquêteur se doit d'interpréter. Le roman policier est un texte constipé. Texte constipé, celui qui retient la vérité dans ses entrailles, ce n'est qu'à la toute fin du roman que la colique textuelle s'active et que les informations sont déversées. Le tissu langagier du roman policier peut alors être envisagé comme un entrelac de sphincters activé par des processus narratifs d'ouverture-fermeture. La matière fécale, la vérité, celle qui dit l'être, parce que là où ça sent la merde, ça sent l'être, comme disait Artaud. La vérité se dérobe, la merde se dérobe, le méfait bestial et humain se cache sous la paroi des mots qui désodorisent les toilettes puantes du crime. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler des sphincters avec un roman absolument sensationnel. Et vous avez la surprise puisque vous ne savez absolument pas de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, nous allons étudier un polar qui s'intitule Family Killer et qui a été écrit, je vous le donne en mille, par le grand comédien Francis Huster. Ce grand polar que nous allons étudier aujourd'hui a eu un succès retentissant sans flagornerie dans ces dernières années. C'est évidemment un roman qui traite de la question du crime familial, mais je n'en dis pas plus. J'aimerais que l'on plonge Monsieur Finkielkraut. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, sans préface. Très bien. Alors, tout de suite, écoutons le premier extrait de ce roman. C'est une perquisition, vous allez voir, c'est particulièrement torride et prenant. Je tiens à préciser que ces lectures seront faites par le collectif On the Read Again, un collectif de comédiens que nous avons engagé cette année. Nous les écoutons. Ouvrez, police, ouvrez. Dernière sommation avant l'usage de la force. Mais vous êtes malade ou quoi? Foutez le camp, vous m'avez fait peur. Je vais me pisser dessus. Police, ouvrez. Pardon? Vous avez idée de l'heure qu'il est? Avez-vous remarqué la différence entre 5h du matin et le chocolat au goûter? Parez-vous. Ouvrez ou on enfonce la porte. Ce que je remarque, c'est qu'elle tiendra pas 3 coups de pompe. Oh oh, commissaire, venez. Il a fini par ouvrir ce putain de con. Vous avez un ordre de perquisition? Tu veux nous faire chier longtemps comme ça? Mais que puis-je pour vous? Qu'est-ce qui vous amène? Mais qu'est-ce qui se passe avec elle là? Occupe-toi d'elle. Vous venez avec moi. Tu me touches pas, putain! Vous accrochez jamais de moi comme ça, hein, mon grand, hein? Prenez-le à deux. Dégagez-moi ce clown. Va te prendre dans ses bras, ça va te calmer. Tu vas adorer ça, petit con. C'est absurde, arrête de gueuler comme ça. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il a pété les plombs, il a la gastro qui court en ce moment, il nettoie tout, ça le met à fleur de peau. Ça me donne la chair de poule. Je peux fermer la porte? Ne vous inquiétez pas, je vais me remettre. Vous serez reconnaissant de me laisser seul avec madame avant que je me fâche. Ne me faites pas perdre mon temps. Je suis le commissaire Holzer. Merci de nous recevoir, madame Balestro. Regardez cette photo. Vous êtes chez moi, en pleine nuit, vous me foutez le bordel, vous voulez enfoncer ma porte, vous faites chez mon veilleur de nuit pakistanais, je vous fais entrer, je vous offre un café, vous me bassinez avec mon con de mari qui est mieux là, où il est de continuer à faire son foin, et vous me refilez une photo de lui à poil, avec ce type que je connais pas, poil aussi, avec tous les deux un chapeau de mardi gras, je suppose, une fête à la con, mais vous voulez que je vous dise quoi? Son nom, l'immatriculation de sa voiture, et s'ils ont baisé la même pute? Moi j'ai rien à vous dire, ça vous va ça? Remarquable écriture de Francis Huster qui a bien fait de passer du théâtre au roman policier, n'est-ce pas, monsieur Dufaré? Bien sûr, là on voit tout l'art de la non-narration, on est plongé dans le récit. Alors, je tiens à préciser que le texte, nous l'avons découpé comme une pièce de théâtre, c'est le cas parce qu'il est écrit comme une pièce de théâtre. Voilà, on est dans un double jeu. Et donc, le commissaire, le commissaire qui est François Holzer est évidemment un pseudonyme de Francis Huster. Comment jugez-vous la présence des sphincters dans ce texte? Allez-y, monsieur. Une évidence d'une maîtrise d'une double narration. C'est virtuose. C'est virtuose. Tu vas nous faire chier longtemps comme ça.
Mais on sait la que- matière fécale est Voilà, présente. la matière fécale va être présente tout le long du L'ouverture roman et de on la va porte, se faire chier, l'ouverture de on la va porte. se faire chier tout le long du roman. Il y a une Pardon grande maîtrise. On va se faire chier tout le Mais long on du va se roman. faire chier. Et Tu vas nous cette- faire chier. À qui s'adresse à votre avis, François quand tu Oui, dis c'est ça une remarque méta C'est une remarque littéraire. méta-littéraire, voilà exactement, c'est ce que j'allais vous faire dire. Non, Voilà. la porte, monsieur. On ouvre, on referme une porte, c'est la poche anale qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, Ouais. la poche anale s'ouvre et se referme, et je tiens à préciser que, d'ailleurs, il y a la gastro qui est présente dans ce texte, à la fois dans la diégèse, mais aussi, je peux vous lire le passage, monsieur Dufarret. Je vous lis le passage. Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a pété les plombs, il y a la gastro qui court en ce moment. Vous avez mal lu l'extrait, monsieur. Donc vous voyez que nous sommes, au fil du passage, dans une matière fécale qui se dérobe. Monsieur Finkraut, qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce passage? La crotte, ça me dit quelque chose. Hein. La crotte, dans la mesure où la crotte, c'est la crotte, donc ça me dit quelque chose. Très bien. Alors, j'aimerais d'ailleurs vous faire remarquer le premier mot du texte. Ouvrez, police, ouvrez. Vous avez remarqué évidemment le calembour, police. Évidemment la peau des fesses, police, ouvrez, que la peau des fesses s'ouvre. Oui. Et Ah, qu'elle ouais. déverse la matière C'est bien fécale. connu que Marilyn Sklar, par exemple, grande écrivaine de polar, c'était quelque chose qu'elle appréciait. Alors, monsieur Renard, j'aimerais attirer votre attention sur une grande réplique. Alors, me semble-t-il, monsieur Finkraut, C'est vulgaire, quand même. qu'est-ce qui est vulgaire? Le texte? Bah, ces personnages, je pense que ce sont des... c'est dans la mesure où, voyez-vous, il y a de la merde. Je pense pas que ce sont des gens très bien, des honnêtes gens, voilà. Je pense que c'est... Mais là où ça sent la merde, ça sent l'être. Alors, monsieur, je n'aimerais mais pas ça que sent, vous... ça je- sent, ça sent non, la non, France, non, ça je sent la n'aimerais France pas- d'en bas, la Je- France non, d'en non, bas. non, je n'aimerais pas que vous parliez du veilleur de nuit pakistanais qui est évoqué à la fin Ah, du texte. mais on est obligé Non, de parler. non, pas de ça, monsieur, s'il On est vous en plaît. France, on est S'il en vous plaît, France. monsieur, non, pas On de est en ça. France. Voilà, on est en France. Moi, si je devais passer à cet extrait, ça me fait. Je pense qu'il essentialise en fait une vidéo, une grande vidéo donc une œuvre du 7e art que cet auteur a dû voir forcément, qui est celle de Two Girl One Cup. Alors l'auteur nous chie à la bouche en faisant chier ses Mais personnages. c'est qui, qu'est-ce qu'il raconte là? Si, bien sûr. S'il vous vous plaît, connaissez pas. s'il vous plaît, C'est une grande monsieur. La vidéo, France c'est du d'en grand bas art. là. C'est du grand art, c'est du grand C'est la art. France d'en bas Vous ne ça. regardez pas le cinéma, monsieur. Bon, Vous savez pas ce que excusez-moi, c'est que La monsieur. merde d'en bas, on la peut cinéma se d'en dire- bas. Vous Alors, crachez sur le Vous avez peuple. pas fait Bon, le s'il net, vous vous plaît, crachez sur le s'il peuple. vous Vous avez pas plaît, fait le non, net. Non, j'ai pas fait le net, monsieur. Qu'on se calme, qu'on revienne au texte, allez, je le répète. Non, qu'on revienne à la lettre du texte. Vous avez Euh, pas fait le NS, vous. Non. Vous connaissez pas les belles lettres, vous. Ah, Alors, vous connaissez la merde. S'il vous plaît, Oui, vous je connaissez la voudrais, merde, non, oui. je voudrais attirer votre attention. Je Non ne mais sais- c'est quoi cette émission là? On invite Non. des gens dans la rue. Laissez-moi des clochards. reprendre la parole, monsieur. Ce n'est, s'il vous plaît, monsieur. Adèle Bonsonnard a passé 2 mois en Australie en résidence dans un camp de camping. Ouais, la merde, j'en ai un peu vu, de hein. respect, un peu de respect, monsieur. Oh, s'il vous plaît, En hein. plus, il vous Je la connais, la précède, merde. tout de même, il vous précède, hein, donc... comme- Vous êtes nouveau sociétaire, monsieur Finkraut. il Ah faut bah bien- je vais me casser beaucoup hein, je pense, parce que à un moment là, quand je vois des gens comme ça là, qui viennent là, ils ont même pas de vêtements à Bon. moitié, ils sont partis Allez. en Touche pas, Australie. putain. C'était une réplique en fait que j'essaie. Oui, alors, pour tu ne se touches pas replonger dans putain, le texte. on va replonger à la lettre du On va texte. replonger à la Tu ne lettre du touches pas putain, c'est une réplique du texte. Voilà. Et là, on voit, moi il me semble, parce que Mais la finalement, putain, la toutes putain. ces phrases, excusez-moi, Qu'est-ce que les hommes demandent je au veux- putain je veux revenir à mon, D'ouvrir les sphincters. tout à fait. Et je veux revenir à ma problématique de départ. Pourquoi des encres parallèles? Parce que ce texte n'est fait que de phrases montées que nous entendons, que nous aurions pu piocher dans la rue, touche pas putain, etc. Toutes les phrases sont des clichés, me semble-t-il, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Ouais. qui mis bout à bout Ouais. exhibent finalement une nouvelle langue. Ah bah oui, il est allé à Châtelet, c'est tout. Il est allé à Châtelet, il a pris une espèce d'enregistrement là, et puis voilà, il a fait une pièce, Châtelet, voilà, Châtelet-Léal, Voilà. Donc- Paris, centre, Donc, ça pue la merde. Donc, me semble-t-il, on pourrait, comme Pierre Bayard le fait, envisager les mots, l'écriture, le tissu, la reprise, comme une pelote, la pelote que le chat de Schrödinger, je vous rappelle, le chat de Schrödinger, c'est ce chat qui est à la fois, qui est atemporel, à la fois mort et à la fois vivant, que ce chat viendrait jouer avec cette pelote textuelle. Il est absolument temporel, monsieur, par contre. vous faites une erreur. Pardon? Il est absolument temporel, ce chat. monsieur. Il est temporel, mais Voilà. non, Il est c'est dans pour... 2 états, mais il est Oui, temporel. il est dans 2 états, temporellement mais il atemporel. non, je ne suis pas d'accord. On peut dire que il échappe à toute chronologisation, monsieur. Je vous invite à la méfiance, mais ce n'est que vous. S'il vous plaît, Pierre Bayard est un grand ami. S'il vous plaît, un peu Mais c'est de respect. absurde, arrêtez de gueuler comme ça.
Mais c'est un ami, Pierre Bayard. Je il le cite dit. le texte, monsieur. Ah, voyez qu'on peut facilement faire un débat en piochant des phrases comme ça et on se les échange. Si on le faisait, allez, qu'est-ce qui se passe avec elle là? Je peux fermer la porte? Voilà. C'est absurde. Police, ouvrez. Ça me donne la chair de poule. Arrêtez de gueuler comme ça. Que puis-je pour vous? Voilà, on a fait une expérience très simple. Nous sommes bien dans une littérature, dans une lettre atemporelle, dans lequel le temps chat ne de passe Schrödinger- plus. Le chat de Schrödinger ne l'est pas, lui. Oui, mais il joue avec cette pelote. Tu Il veux nous joue- faire chier il longtemps joue comme bien. ça? Il joue bien avec le temps, monsieur. Sur Renard. Bon, je Tu veux trouve... nous faire... Bon. Non, ce Excusez-moi, débat... mais Oui. il a répété combien de fois cette phrase pour que vous arrêtiez de vous... Ce débat a été passionné. Mais maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à un petit extrait musical. Nous avons tissé un partenariat avec une grande chanteuse qui est actuellement très reconnue en France, qui s'appelle Marielle. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Valère Darivo a écrit les paroles de sa future chanson, 7e ciel. Je vous propose d'écouter cette magnifique chanson. Malheureusement, Marielle n'est pas là, mais qui sait, elle aurait peut-être voulu être parmi nous. Bonjour, bonjour, c'est Marielle. Un coucou à tous ceux qui écoutent Encre halogène. Merci au présentateur Jacques-Emmanuel Milissa de me permettre de pouvoir vous présenter ma nouvelle chanson, 7e ciel. Superbe parole s'il en est. Chanson écrite par le poète écrivain Valère Darivo sur une musique de Super Manineco. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. La brume se fait les dents parce que ta brune a fait semblant. Ton infortune est son amant. Oublie ces élans mélancoliques, délivre-toi de ce mur de briques. Si ton existence est sporadique, tu es sûrement un sport addict. Alors viens jouer à la marelle de Marielle, un galet pour le 7e ciel. Le goudron de tes nuits noires attrape la crème de l'espoir. À la marée de Marielle, à cloche-pied, prends la nacelle.
Merci, beaucoup d'émotions sur ce plateau. Nous avons partagé toutes les émotions. Nous avons pleuré sur cette chanson, nous avons ri, nous avons dansé. Mais nous nous retrouvons autour du texte incroyable de Francis Huster. Je crois qu'on a eu magnifique exemple avec le premier extrait. Alors, tout de suite, le deuxième extrait, c'est un passage narratif, cette fois-ci, non pas un dialogue. Je vais donc vous avertir que ce passage est d'une grande poésie et surtout s'inscrit, vous allez voir, à rebours de ce que peut faire la littérature policière. C'est parti. Cela aussi, c'est jamais dans les bouquins. Polar ou pas, quand le héros a envie, juste envie, de se décharger les couilles, vraiment juste ça, peu importe avec qui, c'est un homme après tout. Mais non, dans les bouquins, faut que ça cause. Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi je ne le fais pas? Le hic avec moi, c'est que je ne suis pas un héros. Ni un héros de roman, ni un héros dans la vie. Et que j'ai jamais eu envie de me décharger les couilles avec n'importe qui dans n'importe quel cul. J'ai jamais pu baiser que les filles qui me faisaient pas bander. En fait, celles qui m'excitent m'ont toujours fait peur. Je me demandais tout le temps si j'allais être à la hauteur. Et il y en avait trop de partout, les seins, les lèvres, le cul, les cuisses. Oui, il y en avait trop pour moi. J'aurais jamais su m'y prendre. Je me faisais peut-être des idées. Mais à l'inverse des autres, ce sont les femmes en bout de course qui m'attiraient. Celles déçues par la vie, par les couilles des autres justement. Soit parce qu'après les avoir bien fait jouir, elles en avaient eu marre, qu'elles avaient réalisé en une seconde, une nuit, qu'elles n'étaient que chair à bite, soit parce qu'elles avaient été jetées. En fait, je me prenais pour un samaritain du sexe. Moi j'allais leur rendre la douceur, même en les pénétrant. Je pénétrais leur âme, pour la caresser et pour les protéger. Ah, le grand mot lâché, les protéger. D'ailleurs, pas seulement d'elles-mêmes, mais de moi aussi. Les empêcher de devenir folles de moi. Leur donner l'impression qu'elles me prenaient, elles, plutôt que le contraire. Et me prendre, c'était aussi pouvoir me lâcher quand elle voulait. Elle devenait maîtresse du jeu. Là, je dois dire que c'est un immense extrait de l'immense littérature de ce comédien Francis Huster qui n'est pas passé de Lorenzo de Musset, qui n'est pas passé du Cid de Corneille à ce roman policier par hasard. Il y avait, je dois dire, on peut être dans la littérature parallèle, mais il y avait comme tous ces rôles qu'il a joués qui se sont déversés ici. Ah oui. C'est une voie lactée, là c'est le trou noir qui nous offre. Le théâtre, c'était l'amas d'étoiles, toutes ces grandes œuvres, c'est l'amas d'étoiles autour de la galaxie. Et là, il nous fait le trou noir qui est un immense sphincter en fait, qui aspire, qui rejette, qui aspire, qui rejette. Vous voulez dire que le texte de théâtre, qui est un texte troué, puisque sans l'acteur il n'est rien, vous voulez dire que là, il a allégorisé le trou dans son texte. Les cratères, des étoiles, des planètes, tout en ça, fait, c'est des trous. Me semble-t-il, le trou noir, c'est le trou ultime. On pourrait envisager ce texte comme une immense cuvette de toilette. On peut le voir comme ça. Mais dans ce cas-là, les petits extraits fécals autour de la cuvette sont les étoiles. Moi j'aime l'image de Dufart. Mais elle est un peu moins élégante, votre image de cuvette. Parce que les cuvettes, voilà, bon, les petits bouts d'excréments sont ces étoiles, c'est quand même bien moins appétissant que ces magnifiques étoiles. Mais nous sommes en plus sur les univers parallèles, monsieur. Mais moi je remarque une contradiction. Vous parlez d'un trou noir qui aspire, mais là on a des couilles qui déchargent pourtant. C'est ça? Ah oui. Qu'est-ce que ça décharge? Ah mais les couilles ce sont les lunes, vous voyez. Les couilles ce sont l'énergie gravitationnelle de cette littérature. Parce que nous avons des couilles qui s'entrechoquent, qui circulent, qui se déchargent. Elles sont énergie ces couilles-là. D'accord. Alors, vous savez que nous sommes dans une émission sur les univers parallèles et que je veux faire résonner les mots d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, en 1719 précisément, Pierre Thomas Nicolas Hurtaud écrit en 1719 un traité qui s'appelle L'art de péter. Alors, il me semble que dans ce texte, 18e, 1719, vous pouvez vérifier, monsieur, L'art de péter. Et dans ce texte, il me semble que nous avons la présence de ce que M. Hurtaud appelle un P de boulanger.
L'effort, dit-il, que l'ouvrier fait en faisant sa pâte, le ventre serré contre le pétrin, rend l'épée diphtongue. Ils tiennent quelquefois comme des hannetons, et on pourrait en avaler une douzaine tout d'un tir. Me semble-t-il. Nous avons ici un P qui, comme la pâte, Pour ma part se déconcerté. travaille. C'est comme Proust, vous voyez. Le P de Proust, dans la mesure où il se fermente grâce à la madeleine, Grâce à la pâte, la pâte de la madeleine, d'accord. ça sent bon. Ça sent bon la culture, la bonne culture française. Voilà. Comme celui-là. Mais dans ce texte, on a bien quelque chose qui se travaille. Les testicules ne sont pas déchargés d'un coup, mais progressivement, comme un appel, comme un Mais c'est la sphincter chair qui... du texte qui revient. Comme chez Proust, on a envie de péter quand on lit. Parce qu'on jubile, et on jubile, on pète. Voilà. Je crois bien, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon dernier livre que vous pouvez acheter chez Gallimard. Voilà. Le P de Proust. Les P sont des vents, n'oublions pas ça. Donc nous pouvons encore pousser la différence, plutôt la similarité avec l'espace. Alors, Dire que nous avons des étoiles qui ont Alors- des tempêtes. Les tempêtes Alors- solaires sont un fait. monsieur Dufard, et ce que vous dites est très intéressant. Néanmoins, je prends la balle au bond et je saisis cette perche, cette balle, pour continuer. J'aimerais qu'on attire l'expression, on parlait tout à l'heure des expressions figées, de l'écriture atemporelle, je le maintiens, ce mot, pardonnez-moi, figé, sans rapport avec le temps, de cette expression « cher habite ». Cher habite, qui me fait penser à l'expression « cher habite ». Nous sommes dans un texte qui s'interprète par la présence phallique, par le corps qui fait sens. N'est-ce pas, monsieur Renard? Oui, le corps qui fait sens, et moi ce qui m'étonne d'ailleurs avant tout, c'est dans ce texte, c'est l'érudition en matière de corps exceptionnelle, enfin je veux dire cette maîtrise de l'anatomie, enfin vous avez vu tout ce vocabulaire quoi, je veux dire. Allez-y, monsieur, citez-nous on du énumère vocabulaire. les seins, les lèvres, le cul, les cuisses, la bite, les couilles. Bon, enfin, c'est je une veux dire, on il peut y a dire tout, que c'est enfin, une il y a tout, mais énumération prodigieuse. c'est prodigieux, oui, je veux dire, il y a vraiment une force là, on sent qu'il veut montrer qu'il sait quelque chose, il y a du savoir à Il n'y répandre, a rien voilà. du tout, il n'y a rien du tout. Mais il y a tout. Pardon Il n'y a rien du tout. Vous connaissez mieux le corps que ce monsieur, peut-être. Ah bah, vous allez me dire, il parle pas des lombaires, hein, il parle pas des reins, il parle des seins, les lèvres, le cul, les cuisses, bon, c'est pas grand Déjà, chose. beaucoup, on peut pas tout dire, monsieur. Dans Ah un mais texte non, comme il a ça. ouvert un Moi, je trouve il qu'il y a a une ouvert concentration Il y a pour une ce petit déficience de la paragraphe. langue. C'est énorme. Ah mais la Il déficience. y a une déficience de la Je langue, pense que monsieur. c'est une volonté. Il y a une bon, déficience de la langue, mais- monsieur. mais Mais des c'est images volontaire. aussi, la trahison des C'est le images. trou. Là. Non, c'est volontaire. C'est le trou, le vide de l'auteur qui permet au lecteur de remplir. C'est lacunaire, Oui. mais c'est stellaire, voilà. ce Oui, que mais je qui dirais. se vide les couilles, bon sang? C'est l'auteur, c'est le lecteur, c'est François Holzer. Qui se vide les couilles dans ce texte? Mais Qu'on c'est le l'auteur. sache. C'est l'auteur qui se vide les couilles parce qu'il se les vide pour que le lecteur les remplisse. Et Francis Huster, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Francis Huster, vous voulez savoir ce qu'il fait? Oui. Francis Huster, il nous embrouille. Voilà ce qu'il fait. Très bien. Oh, mais nous Il esprits nous se sont embrouille parce échauffés. que elle devenait maîtresse du jeu. Ah, Et vous je savez- vous sens venir, Vous monsieur. savez comment j'aime le jeu, monsieur. Et en étant maîtresse du jeu, il est dépossédé de lui-même, il est dépossédé de son jeu. De son jeu, moi, de son jeu égo. Donc on est face à un auteur transparent qui laisse Non. encore une fois la place au lecteur. Non, Je c'est- reprends Francis Huster dans son livre. Beau raisonnement, certes, mais conclusion hâtive et maladroite. Voilà. Très bien. Je propose qu'on marque... Pardon, excusez-moi, voyez, je suis fatigué. Pardon, j'ai besoin d'une pause. La publicité, voilà ce qu'il nous faudrait maintenant. Publicité halogène. Soutenez le nouveau projet de Jacques-Emmanuel Mirlisa, la création du premier livre augmenté de la princesse de Clèves. Imaginez, à l'aide d'un simple projecteur holographique fixé sur la tranche de votre livre, les personnages de Madame de Lafayette apparaîtraient sous vos yeux. Touchez les orteils du duc de Nemours, cognez l'ennuyant Monsieur de Clèves. Autant de possibilités incroyables qui vous seraient offertes par ce premier livre augmenté. Croyez aux univers parallèles et voyez comment les nouvelles technologies pourraient résonner avec la parole morte, débranchée. Je suis de ceux qui pensent que Madame de Lafayette écrivait déjà, sans le savoir, sur une tablette tactile, l'iPad 23 Retina 5.0.
Déposez vos dons sur le site internet physique quantique médiumnique prédictif parallèle 2053.com. Après Intouchable et Samba, découvrez Incompris, le nouveau film sur les êtres les plus marginaux de la société française. Cette fois-ci, rencontrez Charles-Édouard, un chercheur en littérature française, qui après avoir soutenu une thèse sur le motif de l'abat-jour dans la littérature française, est devenu un incompris. Un jour, alors qu'il achète une boîte de raviolis au Leader Price, son regard croise celui de l'hôtesse de caisse, Kevina. Et si le ticket de caisse qu'elle lui tendit ce jour-là était un vrai ticket, une invitation. Kevina, tu hypostasies celle que j'ai toujours hypothétiquement fantasmée, alors que ma vie semblait s'évider irrémédiablement comme une peau de chagrin. Si tu veux mon cul, faut pas te gêner, mec. Tu dis juste, hein, je veux ton cul et puis c'est tout. Et si ces deux-là, rejetés, incompris par le monde, arrivaient à se comprendre? Dans les salles, le mois prochain. En février 2014, Ancralogène subventionne la résidence d'hiver de Snoop et Snop. Au coin du feu, leur langue se délie, sans déficience. Bon, Snoop, j'ai reçu une lettre des associations des Amis de la Poire. Je sais pas si tu vois, c'est sûr. Ils sont toujours en conflit contre les Amis de la Patate. Ben moi j'ai... Parce que, entre... Oui, mais enfin le feu, ça n'éclaire pas. Hein. Bah, l'éclairage, c'est une histoire de grandeur, de candeur. Ben c'est virtuel l'éclairage. Hein. Mais c'est virtuose aussi. C'est virtuel et virtuose. Ben, Tu vois, c'est marrant parce qu'un jour, je croyais éplucher une patate, et en fait c'était une poire. Débats enflammés et feux de cheminée, le nouveau coffret Blu-ray de Snoop et Snop au chalet. Les 50 meilleures heures d'une joute verbale, sans blesser. Publicité halogène. Nous revoici sur le plateau d'Ancralogène. J'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle intellectuelle qui vient d'arriver. Elle nous vient directement de la région parisienne. Pimprenel Petitbon. Pimprenel Petitbon, bonsoir. Bonsoir. C'est une grande joie d'être ici ce soir avec vous parce que c'est vrai qu'Ancralogène, j'ai beaucoup écouté et ça a été impossible pour moi de me déplacer. Mais ce soir, je suis avec vous. Alors, Pimprenel Petitbon, vous publiez aux éditions de Minuit dans le roman, l'exemple de Nathalie Sarraute. Tout à fait. Mais oui, je suis une spécialiste de la présence des sphincters dans la littérature. Mais oui, j'aime tout ce qui se fait sphincter dans la littérature. Alors, ce qui est intéressant, Pimprenel Petitbon, c'est que vous êtes spécialiste de cette littérature du trou. J'aime le trou textuel, mais oui. Alors, nous allons passer tout de suite au troisième extrait. Ravi que vous soyez là. Vous êtes contents, messieurs, qu'elle soit là? Oui. Oh, une présence féminine parmi nous, monsieur. Tel fait le NS. Mais Pimprenel... Tel fait le NS. Qu'est-ce que Pimprenel? Mais je sens tout de suite un discours machiste à mon égard. J'essaierai de faire entendre la cause de la femme dans la littérature, monsieur. Nathalie Sarraute. Une femme, une grande importance. Eh oui, eh oui. Nous parlerons du féminisme peut-être. Oui, monsieur. Mais je ne vais pas rester dans mes gonds, monsieur, si vous me parlez comme ça. Très bien. Alors, merci, vous me tendez la balle. Je la prends. Alors, troisième extrait, le commissaire et son supérieur. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais dit qu'on me dérange pas. Pas de temps à perdre. Je n'ai pas le temps de vous recevoir. Ce ne sera pas long. J'ignorais que Valentine était dans le coup.
C'est uniquement à cause de lui que j'ai lu tant d'âneries dans cette affaire? Il est même au cœur de l'affaire, depuis le départ. Bien. Il vient de franchir l'arrivée, alors. Dites-lui qu'il retourne au paddock, ce tocard de merde. C'est tranche de cake ou moi. Il reste, je me barre. Vous savez que c'est le neveu du vieux. Il tient les minorités du service à distance. Je vais pas me brûler pour l'évincer en vain. Faites comme si, commissaire... Neveu de mon cul ou pas, il dégage. Qu'il soit naze, je m'en bats la paupière. Mais ce que je supporte pas, c'est qu'il porte la poisse. Je veux pas du paquet cadeau, jetez-le ailleurs. Je veux rien partager avec ce merdeux, vous avez compris? Éjectez-le. Dans cette affaire pareille, y a pas le choix. Ou tu laves, ou t'essuies. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Ce porc a peut-être deux culs. C'est pour ça qu'il a tout le temps de glander. Le cul dans un fauteuil, à taper l'ordi. Ou le cul dans une tire, à péter de trouille devant son GPS en planque, à 3h du matin. Il dégage. Moi, j'ai qu'un cul. Il peut pas se poser sur deux cuirs en même temps. Et je veux le poser là, où j'aurai envie. Quand je veux, où je veux. Vous jouez avec le feu, Holzer. Et je vais craquer l'allumette. Alors là, nous avons une magnifique métaphore, puisque le cul, vous avez compris, c'est une métaphore. Et nous avons bien là une littérature qui essaie de cacher le corps et qui en même temps, il me semble avec encore plus de force, l'exhibe. On pourrait à ce moment-là reparler d'Urto, parce que c'est la vraie littérature, ça s'arrête c'est du 18e bien sûr. Hein. Et il dit à un moment pour le paix aspiré. Donc c'est bien ça, hein, je pense. Hein. Dans la mesure où le paix est retenu, je cite, le paix aspiré est un paix semi-vocal, composé d'une matière humide et obscure. Pour en donner l'idée et le goût, je n'en saurais mieux le comparer qu'à un pédois. Et peu importe que le calibre qui le produit soit large ou étroit, il est si chétif qu'on sent bien qu'il n'est qu'un invention. Merci monsieur, on va pas y passer la nuit. Mais reste une phrase. C'est un grand texte, monsieur, on l'a compris, 18e oui, c'est la vraie siècle. littérature, ça. D'accord. Alors revenons au texte, s'il vous plaît. Première. On commence dans un univers, 18e, vous savez, dans un univers tout à fait banal, et après on bascule vers cette 18e, c'est la vraie littérature. Vers cette métaphore absolument prodigieuse. C'est la seule littérature. Filet. Monsieur Dufarret sur le fil, justement, sur cette pelote du trou qui vient s'égrener. Cette espèce de en effet, ramassis avec ce François fécal. Qui commence par dire, dis-lui qu'il retourne au paddock, ce tocard de merde. Là, on entre dans le vif du sujet. Et par la suite, bon, neveu de mon cul, et boum, pam, patatras, pouf, on tombe dans Mais le là, texte. excusez-moi, je vais prendre la parole, je trouve ce monsieur insupportable. Nous avons une interprétation machiste du texte. Ici, ce n'est pas... Ça ne parle pas de l'homme, ça ne parle pas du trou, ça parle en général de la femme, de ce non-sexe. Madame Simone de Beauvoir. Mais oui, parce que nous sommes dans cet extrait, dans un cadre bureaucratique entre des policiers, un univers machiste. Et ça nous montre la déficience de cet univers. Mais non, c'est un univers dans lequel la femme n'a pas sa place. Et l'auteur remet le trou dans cette excusez-moi, la grande absente de cette scène, c'est la femme. Celle qui pourrait résoudre les conflits, celle qui pourrait résoudre l'affaire policière. C'est la femme. Il nous montre la déficience du masculin, cet extrait. Mais oui, et je le pense. Ouh là 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 là, oui, messieurs, c'est peut-être une interprétation machiste que vous proposez. Je me situe à rebours de cette interprétation, monsieur Dufarret, et je le maintiendrai toujours. Toujours. C'est bien beau, mais c'est non argumenté. Donc le monsieur, non-sexe et le non-argument. regardez, si Valentine est quelqu'un d'incompétent, si monsieur Bruno est quelqu'un d'incompétent, si monsieur François ne peut pas résoudre l'affaire tout seul, c'est que les hommes ne sont pas capables de résoudre cette affaire. C'est la femme qui manque. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du roman. Le trou, c'est le vagin. Le grand absent, c'est le vagin. Qu'est-ce que vous faites de la poche anale? Et votre vagin. Non, excusez-moi, je vais devoir mourir. Je n'aime pas ces interprétations machistes. Excusez-moi, monsieur. Alors, s'il vous plaît, Madame Petitbon, pour cette venue du calme, nous savons que votre manifeste féministe est très intéressant. Néanmoins, Madame Petitbon, s'il vous plaît, non, je ne peux pas, non. Alors, Monsieur Renard, vous avez été scandalisé par ce que nous venons d'entendre, parce que vous êtes un amoureux des mots et un amoureux de la langue. Et vous n'aimez pas le politique dans l'esthétique, monsieur.
Oui, mais c'est pour ça que je vais réagir avec les mots, avec la langue que nous propose l'auteur. Avec les coups peut-être. Donc ce ne sera pas long, François. Tant mieux. Donc les propos de Madame... comment s'appelle-t-elle déjà? Petit bon. Vous voyez, on Proprement se rappelle dégueulasse. Oui, mais enfin, non, c'est ça l'allure. Voilà ce que je vais dire, votre cul est dégueulasse, et comme le dit François... Non, on ne va pas reprendre les mots du texte pour s'insulter. Nous allons passer pour des vulgaires Mais tu auprès peux pas des faire les deux spectateurs. en même temps, d'accord ma grande? Voilà ce que t'as compris, ce que François t'avait dit, ce que Huster t'avait dit. Monsieur Finkraut, vous avez été marqué par ce passage, me semble-t-il. Je vous tends la balle, saisissez-la au bon. J'ai pas envie. Je préfère écouter. Mais néanmoins, je vais dire quelques mots. Pour vous qui êtes un amoureux de la langue française, je vous ferai remarquer que mais néanmoins est pléonastique, monsieur. Je vous en... Mais excusez-moi, mais tout d'abord, Vous avez failli premièrement... échapper, hein, C'est un latiniste. Mais justement... C'est un ma langue- latiniste, c'est normal, c'est Mais- parfaitement normal. Mais voilà, disons juste que la langue, elle se renouvelle, elle se Latiniste. renouvelle. Mais voilà, néanmoins, quand même. Très bien. Messieurs, je vous propose maintenant une nouvelle rubrique qui s'appuie sur la proposition de mon grand ami Pierre Bayard qui a écrit « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?» et nous allons voir ensemble que nous sommes capables de parler de livres ou de films sans les avoir vus. Comment parler de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas lu, pas vu? Alors, nous allons parler ensemble de l'actualité littéraire et cinématographique, mais avant, je suis de ceux qui ont vu et lu ce que nous allons parler, mais avant, j'aimerais que vous juriez sur l'honneur que vous n'avez pas lu le dernier roman de Patrick Modiano. Absolument pas. Vous ne l'avez pas lu, monsieur Renard? Je l'ai pas lu. Non, vous ne l'avez pas lu? Enfin, je l'ai lu, mais je l'ai pas lu. C'est vrai que- Non, vous l'avez lu, monsieur? Non, je l'ai pas lu. D'accord, Non, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu en fait, puisque je vais le savoir. Donc, je l'ai pas lu. Vraiment. d'accord. Vous avez lu le dernier roman de Patrick Modiano? Et dans la mesure où je ne lis que le 18e, je ne l'ai pas lu. Alors, néanmoins, vous ne l'avez pas lu, néanmoins, vous allez me dire ce que vous avez pensé de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le dernier roman de Patrick Modiano qui raconte l'histoire d'un homme, un homme qui part à la recherche de son enfance. C'était un livre magnifique, plein de renversements. Nous sommes face à des personnages enivrants qui arrivent à captiver le lecteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce qu'il y a des échanges très fructueux entre les personnages qui nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes, à réfléchir sur le monde, et c'est agréable de voir des œuvres qui sont métatextuelles, qui amènent même à réfléchir sur l'œuvre littéraire elle-même. Nous sommes face à un grand Tout à fait. auteur. Mais oui, monsieur Dufarry a tout à fait raison parce que, il faut le préciser, je suis une spécialiste de Modiano. J'ai écrit un essai sur la chasse d'eau mémorielle dans Modiano. Modiano, c'est la mémoire qui se dérobe. Et ce que vous avez dit de très intelligent, monsieur Dufarry, je le dis, c'est que c'est effectivement un texte métatextuel parce que qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la fiction? C'est une composition, c'est quelque chose qui laisse un trou, laisse un espace vide. Et donc c'est un texte qui, par la déficience de la mémoire, nous donne à réfléchir sur la déficience de la fiction. Magnifique remarque, monsieur. Ce qui prouve bien que quand on n'a pas lu un livre, on peut dire des choses autrement plus intéressantes que quand on l'a lu, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, monsieur Renard, une réaction sur le dernier roman de Patrick Modiano. Il faut le rappeler que Patrick Modiano a été nommé prix Nobel de la littérature il y a quelques semaines, 15 jours me semble-t-il. Mérite-t-il son prix Nobel avec ce dernier roman? Oui, je pense qu'il le mérite amplement, parce que ce retour à l'enfance qu'il fait dans ces rues sombres, c'est un retour presque parfois vers un utérus commun. Mais ça vaut pas Proust, ça vaut pas Proust. Une humanité qui se rassemble. Mais voilà, oui, sur c'est le- vrai qu'on a coutume de présenter Modiano ça, allez, comme un fermez. néo-proustien. Ça vaut pas Proust. Moi, je l'entends plus. Ce n'est pas Je ne parle un plus. néo-proustien, ce La n'est ferme. pas un néo-proustien, je suis désolée, monsieur. Ça vaut pas Proust. Et le titre, rappelez le titre au spectateur. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Ben Marc Lévy, ça Oh, c'est scandaleux, monsieur. Ça sent le paix d'un Marc Lévy, je suis désolé. Dans la mesure où le titre... Vous est n'avez dans pas cette aimé ce mesure-là- roman En ne l'ayant pas lu, vous n'avez pas aimé ce roman? Ah bah non, je ne l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai lu en n'ayant pas lu et je l'ai pas aimé. Je peux même dire que... Je le trouve difficile quand même. Hein. Mais disons que il est chez Gallimard, il a eu le Nobel, on comprend pas. Alors, cinéma à présent, nous allons parler
du nouveau film Samba qui est sorti avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg. L'histoire d'un sans-papier qui rencontre par hasard et par chance une femme, Charlotte Gainsbourg, dans une association qui va l'aider à s'en sortir. Ces deux-là vont-ils se croiser, se rencontrer, s'aimer? C'est la question que nous pose le film. Le mythe français, bien sûr. Voilà. Qu'avez-vous pensé de Samba, vous qui ne l'avez pas vu? Oui, que j'ai vu sans le voir du coup. Samba, c'est un film qui nous touche avant tout, qui nous touche tous, parce que cette noirceur, voilà. Bah, on peut parler, il y a que ça. Vous n'avez pas aimé ce film, Monsieur Finkrot? La noirceur, ça crève l'écran, quoi. On n'y voit plus rien. Monsieur Dufarret, vous restez silencieux face au film Samba, que je crois que vous n'avez pas trop apprécié. Oui, mais Samba, moi le truc c'est que j'aime pas trop le Brésil, donc je voudrais pas en parler quand même. Non, c'est juste que je n'aime pas le Brésil. Voilà. Mais ça n'a pas de rapport avec le Brésil, monsieur. Si, le moment où il danse la samba, où il joue des maracas. Oui, ce moment qui n'existe pas, vous ne l'avez pas aimé. Voilà. Enfin non, c'est le Brésil que j'ai un problème avec le Brésil. Bon, Samba ne fait pas l'unanimité auprès de nos intellectuels. Nous vous conseillons donc d'aller le voir. Voilà. Nous allons terminer avec le dernier extrait magistral de Monsieur Oster. Dernier extrait que nous allons lire tous ensemble, comme un polylogue. Une dernière fois. On cueille les champignons en forêt avec son grand-père, un bâton à la main. Quand on est gamin et qu'on n'a rien à foutre, un dimanche chanter les pendant que Pépé semble concentré à mort en vous racontant toutes ces salades sur les bolets ou les morilles qu'on ne trouve jamais, en vous mettant en garde contre les champignons assassins, soi-disant si faciles à repérer, on se met à penser dans sa petite tête de mioche qu'un seul champignon mortel peut envenimer tous les autres alentours. De la même façon, un family killer peut en endoctriner plein d'autres, si on n'y prend pas garde de la façon la plus immédiate. C'est un peu tout ça qui se cognait au mur de mon cerveau avec ce journaliste venu cueillir, lui, des informations, à défaut de champignons. De l'autre côté de la barrière, nous savons, nous, flics, que les vrais criminels sont à des années-lumière de leur légende du moment et qu'il vaudrait mieux les torcher plutôt que de les porter au pinacle. La plupart sont à dégueuler de médiocrité et de lâcheté, incapables d'assumer en homme leur saloperie. D'où les mots bien pesés, l'air de rien, pour hameçonner mon gratte-papier du moment entre deux arbres violets d'inscriptions de cul, ou deux allées de feuilles mortes dégueulassées, de canettes vides, de capotes fripées, ou de feuilles de chou pleines de pisse. C'est vraiment parfait ce coin. Crade à souhait. Regarde-moi comment ces gens sont des porcs. On pourrait peut-être aller ailleurs? Non? Vous m'écoutez, monsieur Hens? Non! J'ai trop envie de dégueuler! On va juste marcher un peu! Laissez, ça va passer! Vous voulez nous décourager d'écrire sur le papier? Ne vous donnez pas cette peine, monsieur le commissaire! Ça pue les crottes de chien. Entre les capotes giclées et les canettes écrasées, on trouvera bien notre bonheur. Vous avez raison, moi aussi. J'ai besoin de faire quelques pas dans l'Éden. Vous aussi, vous semez la merde dans vos articles. Et vous êtes capable de foutre des carrières en l'air juste pour le plaisir de faire un bon mot. J'ai l'intention de prendre un papier d'humeur, certes, mais suffisamment mouillé. Ça le mérite. Ça y est, vous avez marché dedans. Regardez votre talon. C'en est plein. Vous êtes puni de dire n'importe quoi. Vous vous égarez. Je vais m'essuyer dans le tapis de feuilles. Merci. La chance est avec moi, vous voyez. Vous savez quoi? Vous devriez lever la tête plus souvent. Comme dans cette enquête. Vous verriez plus loin, plus vite, au lieu de renifler avec la meute dans leur cul. On dit toujours que la boucle est bouclée dans nos émissions, mais là c'est peut-être la première fois où je vois une boucle vraiment bouclée. Avec de la merde voilà, qui termine dans le cul, dans le talon, voilà, ça marche dedans, ça
Ça respire, ça. C'est d'une incroyable cohérence. Le studio des astres, les univers parallèles nous y. En même temps, le studio, depuis particulièrement, je sais pas qui finance le studio. Pardon, monsieur? Mais je tiens à préciser que j'ai jamais été dans un studio de radio où ça pue autant. Je voulais juste vous le dire, j'ai pas osé vous le dire. Monsieur, là, vous me je pense que pour les spectateurs, c'est bien de se mettre dans le bain aussi, parce que, bon, moi j'ai été, je me déplace pour cette petite émission parce que j'aime le peuple, mais bon, pas trop non plus. Mais quand même, bon, là c'est le studio d'en bas, quoi. Là, ça pue. Le prout de Proust. Je suis sans voix, pardon, excusez-moi. Monsieur Dufaré, vous avez l'air un peu en retrait de ce que nous venons de lire. Non. Si. Non. Qu'en avez-vous pensé, monsieur? Moi, c'est les champignons qui perturbent. Lequel? Du studio ou du texte? Les champignons, c'est la moisissure. Donc c'est la fécalité végétale un peu, les champignons, vous voyez. Et je pense que c'est pas un hasard si on trouve des champignons qui sont cueillis. Parce qu'en fait, quand on dit cueillir, on pense à écueil et d'association d'idées, vous savez, ça va très vite. Et donc en fait, je pense que de ce texte, on cueille de la merde. Tout le long, on ramasse des champignons de merde, vous voyez? Et est-ce que la merde est si positive que ça? Je ne sais pas. Donc je préfère me taire pour ne pas envenimer. Mais n'importe quoi, comme d'habitude, Dufaré sème son blé et on oublie la vérité du texte. Mais laissez la parole à Madame Petitpont peut-être. Mais non. Oui, moi je voulais dire dans ce texte que moi ce qui me frappe c'est cette balade forestière. Bon, vous n'avez pas assez travaillé, mais encore une fois, ça c'est les interprétations machistes. On se contente de voir les hommes et on ne voit pas les mâles et on ne voit pas l'univers qui les entoure. Et ici, monsieur, excusez-moi, nous sommes dans une forêt. Et par quoi sont peuplées les forêts majoritairement? Dans Pocahontas, par exemple, par la grand-mère feuillage. Eh oui. Et donc la grand-mère feuillage, c'est une femme. Et les champignons. C'est une femme. Et les champignons, c'est des femmes peut-être. C'est la mère nature. Et ce qui nous montre ici, c'est comment on a sali l'image de la femme par ses capotes fripées, par tous ces ustensiles qui montrent la domination masculine, une société phallogocentrique, je le maintiens, ici qui se donne à voir et qui donne à voir la grande absente, la grande prêtresse, la grande mère feuillage qui est la celle de l'Éden. Il le dit à un moment, je voudrais retourner quelques pas dans l'Éden, dans ce paradis perdu, dans ce paradis des femmes, dans ce paradis des primitifs, de Pocahontas. Il y a eu un lapsus, vous avez dit parodie. Je n'ai pas dit parodie, monsieur. Non, je n'ai pas dit parodie. Madame. Et bien dans ces cas-là, vous avez dit... une parodie. Vous avez dit... Faites-vous analyser. C'était quelqu'un qui cherche à dormir et que, voilà, le marchand de sable, voilà. Mais retournez à la télé, madame, voilà. Mais je ne suis pas une Vous avez dit parodie à la place de parodie. Non, j'ai pas dit parodie. Vous avez dit parodie à la place de paradis. Mais madame, faites-vous analyser. Non, mais j'ai pas dit parodie. Vous avez dit parodie. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelle école? Alors, me semble-t-il, je crois que nous avons la chance, par hasard elle est là, de recevoir l'avis de Madame Erika de Renon qui vient de s'installer dans le public. Erika de Renon, bonsoir. Bonsoir, effectivement, là... c'est virtuose, c'est un grand texte, un grand roman. Bon, c'est un grand roman forestier, à défaut d'être un grand roman fleuve, voilà, et bon, là, c'est virtuose, il n'y a pas à chipoter, à dire ceci, cela, c'est virtuose, voilà, c'est virtuose. C'est virtuose, moi, j'avais que ça à dire, je suis venu pour ça, mais je le dis parce que on a raconté un peu tout et n'importe quoi sur Francis Huster, c'est virtuose, alors... Moi, je suis pas d'accord avec Madame Petitpont parce que la forêt, elle est là, elle est présente, les arbres sont là, il y a pas de grand-mère feuillage, les arbres sont là, c'est tout, les capotes sont là, voilà, tout est là. Mais alors moi, j'aimerais univers parallèle. Et si nous avions toutes les littératures qui se rencontraient ici, les capotes fripées, Sade. Premier indice. Nous avons également cette phrase, quelque pas dans l'Éden, le livre des livres. Mais oui, la Bible, tous ces textes qui concourent à tisser, à reprendre. Je suis de ceux qui pensent que la littérature, nous n'écrivons pas des livres, c'est pareil, mais le grand livre, et c'est ici le grand livre qui se donne à lire.
me semble-t-il. J'aimerais finir cette émission. Nous avons ouvert une brèche dans la littérature vers le livre augmenté, me semble-t-il. Nous avons parlé des univers parallèles. Francis Huster, dans ce texte, a choisi de se dérober, de se faire corps mort, parole muette. Il est comme un chat de Schrödinger, finalement, ce Francis Huster, ce François Holzer, dans deux états, mort et vivant. Il est, comme Bayard le cite, comme ce que Barjavel écrit. À partir de l'instant où son ancêtre frappé par lui est mort, cet ancêtre, c'est Francis Huster. Saint-Menou n'existe pas, Francis Huster n'existe plus, n'existe pas et existe à la fois par le truchement de l'écriture. Francis Huster n'existe pas et existe à la fois, car n'existant pas, il n'a pas pu se tuer, et de fait, il existe et tue. Être ou ne pas être, se demandait Hamlet, être et ne pas être. Réplique, Frank 6 Huster. Halogène.